Alors dans cette vidéo, je vous propose de travailler sur l'euro et de l'envisager, comme nous y invite le programme, comme une réponse au contexte monétaire et financier international. Plus particulièrement, on va se donner pour objectif de savoir expliquer les conséquences de la monnaie unique sur les politiques monétaires dans la zone euro. Donc pour ça, on va utiliser ou réutiliser un certain nombre de notions. Donc celle d'euro, évidemment, qui est la monnaie partagée au jour d'aujourd'hui par 19 États et qui a été créée officiellement en 1999. La notion déjà vue de taux de change et la notion étudiée l'année dernière en première de politique monétaire. Une notion importante qu'on va rappeler. Il s'agit d'un ensemble de mesures conjoncturelles, c'est-à-dire dont les effets sont de court terme, de l'ordre de quelques semaines à quelques mois, visant à influencer la quantité de monnaie en circulation, ce qu'on appelle la masse monétaire, avec l'objectif final de contrôler l'inflation ou de stimuler la croissance économique. Parmi ces mesures, certaines sont traditionnelles, elles consistent à modifier les taux de refinancement bancaire, c'est-à-dire à modifier les taux d'intérêt auxquels les banques empruntent de la monnaie banque centrale auprès de la banque centrale ou auprès des autres banques. Je vous renvoie sur cet aspect à votre programme de première. Donc pour atteindre notre objectif, on va prendre pour point de départ la période 1992-1993 et donc partir d'un exemple inspiré par l'histoire récente. Donc à cette époque, chaque État européen a sa propre monnaie. La France a le franc, l'Allemagne a le mark, etc. On dit donc que les politiques monétaires sont autonomes. Chaque État gère sa monnaie un petit peu comme il l'entend. Deuxième principe en vigueur à cette époque, l'épargne, c'est-à-dire la partie du revenu disponible qui n'est pas consommée, circule librement au niveau international. On dit que les capitaux sont fortement mobiles, ce qui signifie que depuis les années 80-90, eh bien, les capitaux circulent sans entrave. Il est possible pour les agents économiques de placer leur épargne dans le pays qu'ils veulent, dans la monnaie qu'ils veulent. Troisième principe en vigueur alors, le système monétaire européen limite les variations de change. Les taux de change sont fixes ou quasiment fixes au début des années 90 en Europe, c'est-à-dire que certes, chaque État dispose d'une politique monétaire autonome, mais s'oblige à ce que le taux de change de sa monnaie par rapport aux autres monnaies européennes ne varie pas ou peu. Donc à cette époque, début des années 90, la France, comme d'ailleurs la plupart des pays de la zone, est marquée par un ralentissement de l'activité économique. On peut même parler, au début des années 90, de récession, puisqu'on voit qu'en 1993, le PIB réel du pays a diminué de 0,6% par rapport à l'année précédente. Donc on imagine que Jean-Claude Trichet, qui était alors gouverneur de la Banque de France et donc responsable de la politique monétaire française de l'époque, eh bien, décide de prendre un certain nombre de mesures afin de relancer l'activité économique française. Pour ça, on imagine qu'il diminue les taux de refinancement bancaire. On dit qu'il mène une politique monétaire expansionniste, avec dans l'idée que les banques pourront obtenir la monnaie banque centrale dont elles ont besoin à moindre coût. L'objectif de cette mesure est de relancer l'investissement en facilitant l'accès au crédit. On imagine en effet que si les banques peuvent se refinancer à moindre coût, eh bien, elles répercuteront cette situation en diminuant les taux d'intérêt qu'elles pratiquent au crédit qu'elles accordent à leurs clients, ce qui devrait avoir pour effet de relancer l'investissement et la consommation par les ménages et les entreprises, et donc au final d'augmenter la demande globale. Problème, cette décision, donc la baisse des taux d'intérêt, provoque la fuite des capitaux. En effet, si la décision de Jean-Claude Trichet conduit au fait que les taux d'intérêt en France soient désormais inférieurs à ceux, par exemple, de l'Allemagne, eh bien l'épargne placée en France rapportera des gains inférieurs à l'épargne placée en Allemagne.
Il y a donc une incitation à convertir ces francs en marques pour aller les placer en Allemagne. Donc cela crée un deuxième problème. Cette fuite des capitaux augmente l'offre de francs. En effet, sur le marché d'échange, la courbe d'offre va se déplacer vers la droite. L'offre de francs augmente en effet pour être convertie en marque. Mécaniquement, en vertu de la loi de l'offre et de la demande, le taux de change du franc par rapport aux marques se déprécie. Et là, on voit qu'il y a une contradiction avec la règle européenne. Rappelez-vous, on a dit que chaque État européen s'obligeait à faire en sorte que sa monnaie ne varie pas, ou peu, par rapport aux monnaies des autres États européens. Donc la seule solution qui reste pour Jean-Claude Trichet est de réaugmenter les taux de refinancement donc pour retrouver le taux de change initial. Donc on peut tester ici un premier bilan. Cette baisse des taux de refinancement entraîne, on l'a dit, une fuite des capitaux, qui entraîne elle-même une dépréciation du taux de change, et donc oblige à réaugmenter les taux de refinancement. On voit donc que cette action est inefficace, puisqu'elle aboutit à faire le contraire de ce que l'on avait décidé au départ. Donc un premier enseignement se dégage, c'est qu'une politique monétaire autonome est inefficace lorsque les taux de change sont fixes et les capitaux fortement mobiles. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? 3 solutions sont possibles. 3 solutions que les économistes ont l'habitude de représenter, on dira de modéliser, sous la forme d'un triangle, le triangle des incompatibilités. Donc première solution, elle est représentée par ce triangle vert. On garde des taux de change fixes, on garde une politique monétaire autonome, mais on diminue la mobilité des capitaux en limitant, par exemple, la quantité de monnaie convertible d'un pays à l'autre. On aboutit ici à la situation qui caractérisait notamment les 30 Glorieuses. Deuxième solution, donc deuxième triangle vert, on garde une politique monétaire autonome, on garde une forte mobilité des capitaux, mais on en vient à des taux de change flottants. On laisse varier la valeur des monnaies les unes par rapport aux autres en fonction de l'offre et de la demande des différentes devises. C'est la situation qui apparaît au début des années 70 et qui est encore aujourd'hui en vigueur au niveau mondial. Troisième solution au niveau européen, c'est celle qui a été retenue dans la zone euro. On garde des taux de change fixes. Donc avec une monnaie unique, on comprend que les taux de change sont strictement fixes. Les taux de change même disparaissent puisqu'il n'y a plus qu'une seule monnaie. Les capitaux sont fortement mobiles. C'est ce qui se passe, on l'a dit, depuis les années 80-90, selon le principe du grand marché. Et, nouveauté, on crée une union monétaire. La politique monétaire cesse d'être autonome. Chaque État ne peut plus désormais mener une politique monétaire comme bon lui semble, mais la politique monétaire est déléguée, elle est gérée, mise en œuvre désormais par une institution supérieure qui est la Banque centrale européenne.